Nous allons parler du Coran et de ses lectures, ou comment construire un terrain historique en évitant de tomber dans l'idéologie. Si on veut étudier le Coran d'un point de vue historique, il faut inscrire le texte dans une strate chronologique et dans un espace. On peut étudier la strate première, celle du début du 7e siècle en Arabie occidentale, entre la Mecque et Médine. On peut étudier de la même façon n'importe quelle strate ultérieure, à condition de pouvoir la définir chronologiquement et de l'inscrire dans un espace humain précis. Ce sera le cas, par exemple, si on dispose d'un texte exégétique, par exemple celui de Tabari, mort en 920. Il constitue une lecture du Coran qui nous renvoie à l'époque et à la société de l'auteur, Tabari, qui est le 9e siècle, en contexte impérial abbasside. On pourrait de la même façon étudier les lectures actuelles du Coran en faisant directement une étude sociologique à une échelle large ou étroite sur un pays, une ville ou un milieu social. En fait, toute étude est celle d'une lecture, autrement dit, celle d'une société qui lit ou entend le texte. L'étude historique se place toujours du côté de l'humain. L'étude historique cherche à comprendre ce qu'un discours ou un texte peut signifier pour les hommes d'une société donnée à un moment donné. Un contexte trop large ne débouche sur rien, car il ne permet pas de définir un terrain dans lequel le discours ou le texte entre en interaction avec une société. Ainsi, on ne pourrait pas traiter historiquement une question qui serait « Que signifie le Coran pour les musulmans ?» Pour répondre à une telle question, il faudrait définir un contexte précis. Les musulmans, mais de quel pays? De telle société ou de telle époque? L'étude de la première période, le début du 7e siècle en Arabie occidentale, pose un problème supplémentaire. C'est le fait qu'il n'y a pas de témoins d'époque et pas de documents conservés. On travaille donc de manière hypothétique et on doit mettre plusieurs éléments en interaction. Premièrement, le texte du Coran lui-même. Il est mis par écrit vraisemblablement à la fin du 7e siècle, mais dans un milieu humain qui demeure globalement en continuité sociale avec le milieu humain de l'origine. On peut dire ainsi que le texte du Coran semble mis en forme sous contrôle arabe, sans interférence extérieure majeure. Deuxièmement, il s'agit de s'occuper de la société dans laquelle le discours coranique est supposé avoir été tenu en prenant en considération la situation respective des deux cités concernées et en s'interrogeant sur leur situation géographique, sociale, économique, politique. Il faut noter par exemple que la Mecque, contrairement à Médine, n'est pas une oasis et n'a pas d'agriculture locale. Le troisième élément à prendre en considération et à confronter constamment avec les deux autres est celui de la tradition historiographique postérieure. Cette tradition dépeint les événements supposés de la première période à presque 2 siècles de distance. Cela donne donc de la première époque une lecture qui contient forcément des extrapolations, puisqu'il n'y a ni unité de lieu, ni de temps avec la première période. Ces extrapolations se repèrent notamment lorsque la tradition historiographique entre en contradiction, soit avec le texte du Coran lui-même, soit avec ce que l'on peut supposer avoir été les principales règles de vie de la société d'origine,
ce qui relève donc des hypothèses de l'anthropologie historique. Pour pratiquer une lecture historique du texte du Coran dans sa société d'origine, il faut donc se donner un terrain. Mais, contrairement à un archéologue, on n'est pas sur un terrain de fouille réelle, on est sur un terrain textuel. On a les pieds dans le texte. La recherche doit donc porter sur les mots de ce terrain textuel pour réussir à constituer des corpus que l'on classe par thème. Il est dès lors important de dire qu'on ne peut commencer à raisonner avant d'avoir constitué l'ensemble du corpus de chaque thème, c'est-à-dire avant d'avoir repéré l'ensemble des mots qui le composent. On essaie ensuite de classer les passages repérés sur une grille chronologique dans l'une ou l'autre des deux périodes coraniques présumées, celle de la Mecque ou celle de Médine, et cela lorsque c'est possible, car ce n'est pas toujours le cas. Si cela ne paraît pas possible, on le note, car un passage inclassable peut relever d'un ajout postérieur au moment de la mise au point final du texte écrit. Si, pour illustrer ce que je viens de dire, on prend l'exemple de la représentation coranique des religions antérieures, il faut rechercher les entrées, c'est-à-dire les mots et les notions qui sont en rapport avec ces religions dans l'ensemble du Coran. Il faut le faire d'une façon absolument systématique. On travaille évidemment sur les corpus arabes, jamais de prime abord sur une traduction du Coran, ni sur un texte exégétique postérieur. Dans l'exemple que je propose, on peut commencer par chercher tous les noms de groupes. Par exemple, Banu Israël, les fils d'Israël, Ahl el-Kitab, les gens de l'écrit et pas les gens du livre comme on dit aujourd'hui, Yahoud, les Judéens, Nasara, les Nazaréens. Il ne faut négliger aucune de ces entrées, ni changer leur forme littérale. Il faut les prendre telles qu'elles se trouvent dans le texte. Par exemple, pour les Juifs, il ne faut pas se contenter de Yahoud, mais noter également Alladhina Hadou, ceux qui judaïcisent. Une fois que l'on a terminé cette recherche des entrées, on s'aperçoit très vite que la terminologie de période mécoise et médinoise n'est pas la même. Si on rencontre la formule Banu Israël, les fils d'Israël dans les deux périodes, ce n'est pas du tout le cas des autres formulations qui apparaissent comme exclusivement médinoises. On doit alors mettre le texte en rapport à la fois avec la société et avec l'historiographie. Cette dernière, l'historiographie, nous indique que des tribus juives importantes auraient résidé à Médine. Cela n'était pas du tout le cas à la Mecque. Il y a donc à Médine de nouveaux interlocuteurs et un renouvellement à la fois sociologique et idéologique, ce qui peut d'ailleurs expliquer le renouvellement terminologique. Il y aurait aussi ce que l'on peut supposer avoir été une confrontation directe avec des interlocuteurs réels, ce qui n'aurait pas été le cas à la Mecque. La tradition historiographique nous dit qu'ils auraient été hostiles, ce que paraît confirmer le texte du Coran. On peut donc poser sur ce point une hypothèse de vraisemblance qui renverrait à un conflit idéologique et politique avec ses adversaires. Mais attention, ce conflit serait à étudier dans le contexte spécifique de l'époque et surtout pas en extrapolant vers d'autres époques et encore moins en posant une opposition générale du type judaïsme contre islam. Faire cela, ce serait sortir de l'histoire et tomber dans l'idéologie. À bientôt.